Bonsoir, cette fois-ci je vais lire euh, quelques pages du livre de Sylvain Tesson dans les forêts de Sibérie. Et ça me permettra d'avancer sur ce bouquin et en même temps de partager le contenu du livre. Alors, c'est la page... Je suis en train de régler. Page 204. 20 mai. En ce premier matin de la libération des eaux, ah non, ça j'ai déjà lu, hier, 21 mai, les morceaux de la banquise éclatés vont se déplacer. Je rapproche la tablette comme ça pour avoir un meilleur son. Donc je disais, les morceaux de banquise éclatés vont se déplacer pendant un mois au gré des vents et des courants. La masse opérera des allées et venues et il est possible qu'un jour ma baie se rebouche. Ce matin, le lac est une plaine liquide. Pas un glaçon sur l'huile noire. Je pars avec les chiens vers la rivière Lednaïa, à mi-chemin entre ma cabane et celle de Volodia, pour y tenter la pêche. Sur la grève, les événements des derniers jours ont libéré la vie. Le jour est plein de mouches. Je fais la sieste sur des galets chauffés. Sur les talus, les bouquets d'anémones piquettent le sable. Des canards se sont abattus sur les plants libres, avides d'amour et d'eau fraîche. Ils prenaient du bon temps au sud. Quand les chiens courent vers eux, ils décollent pathétiquement. Les hommes ont d'abord imité les oiseaux pour construire des avions. Les canards, eux, imitent les premiers avions. Les rives sont agitées par un meeting aérien permanent. Des aigles planent, les oies patrouillent en bande. Les mouettes enchaînent les piquets et des papillons. Tout étonné de vivre titube dans l'air. 48 heures ont suffi au printemps pour confirmer son putsch. Dans la forêt, le sentier tracé par les ours et les cervidés est dégagé. Il longe la rive à quelques mètres derrière l'orée. La rivière Lednaïa est encore recouverte d'une large allée de glace. Les petits chiens aboient soudain. Un ours, en contre-haut du talus rocheux, passe la tête dans les rhododendrons. Je retiens Aïka par le cou. Son frère se terre dans mes jambes. Le courage a été injustement réparti dans cette portée. Les Russes sont formels. En cas de rencontre, ne pas s'enfuir, ne pas regarder la bête, ne pas faire de mouvements brusques, se retirer sur la pointe des pieds en murmurant des choses rassurantes. Le problème réside dans l'inspiration. Que dire à l'ours ? Je n'ai rien préparé et, reculant doucement, ne trouve que ceci. Casse-toi, mon gros lapin. L'injonction marche et se retire en fourrageant les taillis. La pêche me donne 2 ombles au débouché de la rivière. Nous rentrons par les grèves. Je marche avec les fusées de détresse amorcées dans la main. Les plages et les bandes de glace littorales sont constellées
de traces d'ours. Je n'ai pas peur. Je sais qu'ils ne m'agresseront pas. En cas d'inquiétude, se pénétrer des dernières pages de Robinson Crusoe ou de Fou décrit la taciturne indifférence de cette bête. L'ours se promenait tout doucement sans songer à troubler personne. J'atteins la cabane, répare ma mouche, nourris les chiens, prépare mes 2 poissons, lance mon couteau contre le mur et me couche avec le chant du monde. Giono pratique l'inversion des valeurs en vigueur chez tous les êtres convertis aux lois naturelles. Il personnifie les choses et naturalise l'homme. Chez lui, les fleuves ont des jambes et les coureurs des bois, des corps comme des rochers. 22 mai. Une allongée d'eau libre de 500 mètres de long court le long de la grève. Le vent y distribue ses gifles. Au-delà de la ligne d'eau, les grumeaux de glace flottent poussés par le vent d'ouest. Les plaques se désagrègent dans un crépitement de sucre imprégné de champagne. Le lac a libéré un parfum de sexe. Ceux qui creusent, ceux qui percent, ceux qui cassent, ceux qui malaxent et fouissent, ceux qui possèdent des pinces, ceux qui jouent de la foreuse, ceux qui se servent de grattoir, de rostre ou de trompe, ceux qui rampent, ceux qui marchent, ceux qui volent et ceux qui se jugent sur le dos d'un plus fort, ceux qui imitent ou qui se griment, ceux de la nuit, ceux du jour et ceux du crépuscule, ceux qui voient, ceux qui sentent. Tous sortent de la torpeur et viennent assister à la libération de l'eau comme ces amis qui accueillent un détenu le jour de la sortie de cellule. Malgré le grand sommeil, ils n'ont pas oublié les gestes et les réflexes. Le peuple des insectes va envahir les bois et je me sens moins seul. En cabane, on vit à l'heure contre-révolutionnaire. Ne jamais détruire, se dit l'ermite. Parisien, mais conservé et continué. On cherche ici la paix, l'unité, le renouement. On croit au cycle des retours. À quoi bon la rupture puisque tout passera et que tout reviendra? La cabane a-t-elle un sens politique? Vivre ici n'apporte rien à la communauté des hommes. L'expérience de l'ermitage ne verse pas son écho à la recherche collective sur les moyens de faire vivre les gens ensemble. Les idéologies, comme les chiens, restent au seuil de la porte des ermitages. Au fond des bois, ni Marx, ni Jésus, ni ordre, ni anarchie, ni égalité, ni injustice. Comment l'ermite, préoccupé seulement de l'immédiat, pourrait-il se soucier de prévoir? La cabane n'est pas une base de reconquête, mais un point de chute, un havre de renoncement, non un quartier général pour la préparation des révolutions, une porte de sortie, non un point de départ, un carré où le capitaine va boire un dernier rhum avant le naufrage, le trou où la bête pense ses plaies, non le repère où elle fourpille ses griffes. 23 mai. Cette nuit, à 3 heures, des aboiements me précipitent hors de la cabane. Le lance-fusée au poing. Un ours rôde sur la plage. À l'aube, ses traces sur le sable gris. L'eau continue à
remporter des victoires. Ce matin, elle s'étend sur une dizaine de kilomètres de large entre les glaçons et ma rive. Le vent pousse le radeau de glace vers le large. Le soleil éclaire la charpie alors que la rive demeure dans l'ombre. Le premier rayon entre dans la cabane et danse sur le parquet. Pas de spectacle plus joyeux. Le soleil me fête comme le font les chiens. Pendant la journée, l'œil fait moisson de ces images que le rêve cuisinera. Selon Kierkegaard, dans son traité du désespoir, l'homme connaît 3 âges. Celui de la jouissance esthétique et donjuanesque, celui du doute faustien, celui du désespoir. Il faudrait ajouter l'âge du repli dans les bois comme juste conclusion tirée des 3 temps précédents. Autour du cou, je porte une petite croix orthodoxe. Elle brille au soleil lorsque je fends le bois, torse nu. Dans mon rêve d'enfance, un Robinson des bois, à barbe blonde, ne pouvait se passer de la croix du Christ sur le poitral. J'aime cet homme qui pardonnait aux femmes adultères, marchait sur les routes, la bouche pleine de paraboles pessimistes, consquait les bourgeois et s'enfuit, se suicider au sommet d'une colline où il savait qu'elle attendait la mort. Je me sens de la chrétienté, ces étendues où des hommes, décidant de vénérer un Dieu qui professait l'amour, autorisèrent la liberté, la raison et la justice à envahir le champ de leur cité. Mais ce qui me retient, c'est le christianisme, ce nom que l'on donne au tripatouillage de la parole évangélique par un clergé, cette alchimie de sorciers à tiare et à clochettes qui ont transformé une parole brûlante en code pénal. Le Christ aurait dû être un dieu grec.